Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver ce matin pour ce nouveau Thursday dédié à la communication engagée et responsable. Je suis Fanny Moutuy-Comont, directrice générale de l'agence, et je serai accompagnée ce matin de Céleste. Bonjour à tous et toutes, merci pour votre présence ce matin. Du coup, je m'appelle Céleste Vertaille, je suis planeuse stratégique à l'agence. Alors, pour commencer rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas très bien, un petit mot sur l'agence, mais ça va être rapide. Donc, l'agence WAG fait partie du groupe We Are Together, qui est le premier groupe de communication corporate et RH indépendant en France. Évidemment, comme son nom l'indique, spécialisé dans des problématiques de corporate ou de marque employeur. Dans le groupe, nous avons également l'agence All Contents, spécialisée dans le récit de marque, et The Social Republic, qui est un pure player social media. Nous sommes installés à Paris depuis peu à Notre-Dame-de-Lorette, mais nous avons, comme vous voyez sur cette carte, des implantations un peu partout en France. Et nous avons réalisé l'année dernière 52 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à un modèle, on va dire, intégré et ouvert, puisqu'on accompagne véritablement nos clients de la phase amont, conseil stratégique, à la création, à la production et au déploiement des dispositifs que nous préconisons. Le sujet qui nous occupe ce matin est donc cette question communication RSE stop ou encore, en effet, depuis la loi Pacte, qui a incité à la définition des raisons d'être des entreprises et à la valorisation finalement de la prise en compte des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux qui les concernent. On a vu fleurir un nombre important de communications pour porter ces engagements, mais qui ont fini par susciter, on va dire, une certaine fatigue, une méfiance, voire une défiance, on va le voir un peu après. On a fustigé une forme de wokisme, et certaines de ces entreprises ou de ces communications ont même été cibles d'un backlash parfois un peu disproportionné. Alors, en effet, on observe aussi de nombreuses communications qu'on peut qualifier un peu de bonne conscience, ce qui crée cette forme de dissonance parce que finalement, des entreprises qui sont peut-être en partie ou largement responsables des maux environnementaux, si on prend l'exemple ici de H&M, qui est quand même l'une des marques leaders de fast fashion et qui crée une collection, une ligne conscious, on peut se poser la question de la véracité. Et clairement, très vite, la marque a été accusée de greenwashing. On peut comprendre pourquoi. Et le souci aussi, c'est que ce greenwashing, il est de plus en plus facilement, on va dire, décodé par les consommateurs et les différentes cibles. La marque Victoria's Secret, on a payé aussi, je dirais, les fruits, puisqu'en fait, en 2022, elle a opéré une forme de repositionnement inclusif en essayant d'avoir une communication sur la diversité des femmes, des corps, ce qui n'était pas du tout son positionnement et son ADN de départ. Alors même aussi que le groupe et l'entreprise étaient taxés plutôt d'entreprises un peu misogynes, donc avec un certain nombre de dossiers. Donc là, on était complètement en décalage avec les valeurs, les cultures de l'entreprise et finalement cette communication. Et donc là, l'effet boomerang a été immédiat. Les cibles et les consommateurs s'en sont emparés et très vite, l'entreprise Victoria's Secret a fait marche arrière pour revenir finalement à ses standards initiaux. Du coup, c'est bien la question qu'on souhaitait se poser avec vous ce matin. Est-ce qu'il n'est pas préférable de rester plutôt discret sur les différentes actions qu'on peut mener, voire d'adopter une posture plus silencieuse? C'est la question qu'on se pose. Céleste. Merci Fanny. Effectivement, ce contexte, il est assez particulier en termes de surexposition pour les entreprises et on voulait aborder avec vous ce matin un exemple qui est assez parlant et caractéristique, c'est l'exemple de la firme Disney, donc je ne vous fais pas l'outrance de vous présenter. Donc, la firme de divertissement qui figurait autrefois et qui a très longtemps figuré au palmarès des entreprises préférées des Américains et qui aujourd'hui a chuté au 77e rang sur 100 du classement.
parce que justement leur prise de position en faveur d'une meilleure représentativité dans leur production culturelle n'ont pas trouvé de public ni dans la frange plutôt à gauche, ni dans la frange plutôt à droite des publics, comme Le Monde l'a précisé dans l'extrait que vous pouvez lire, puisque ils étaient soit taxés d'être woke, soit taxés de ne pas en faire assez, et donc avec des conséquences qui ont été réelles, notamment sur la sortie de leur dernière adaptation en 2025 pour Blanche-Neige. Et donc, on voit bien de quelle manière Disney est au cœur de cette guerre culturelle qui se joue autour du purpose et de la raison d'être et des valeurs défendues par les entreprises. Ce qui donne une situation assez inconfortable avec une triple pression des entreprises qui sont donc coincées entre le marteau des valeurs et l'enclume de la rentabilité, puisque aujourd'hui, les entreprises sont soumises à 3 formes de pression. La première, c'est la multiplication et la complexification des contraintes réglementaires auxquelles elles sont sommées de répondre, et on comprend bien pourquoi, mais ce qui rend l'exercice de la RSE et des engagements concrets au sein de l'entreprise encore plus compliqué. On a en deuxième pression des consommateurs qui sont à la fois plus intransigeants, à la fois plus polarisés et à la fois plus experts. Donc, il est quand même difficile de mettre tout le monde d'accord dans ce contexte. Et enfin, les parties prenantes, les investisseurs, les actionnaires qui sont assez frileux, sous tension, très regardants sur la conjoncture économique et très inquiets, ce qui fait prendre le risque aux entreprises de la tentation d'un mutisme et donc d'un silence, tout simplement, d'un arrêt de la communication, de leurs engagements et de la communication RSE. Alors, la question qu'on peut se poser après avoir brossé ce contexte, c'est est-ce que l'entreprise aujourd'hui peut, et on pourrait même se demander, est-ce qu'elle doit encore être politique ? Donc, pour revenir rapidement sur un contexte que chacun et chacune ici connaît probablement, c'est quand même que depuis les élections américaines et cette nouvelle donne mondiale, la priorité RSE subit une triple offensive. La première, elle est idéologique, puisque aux États-Unis, on a vu une mise au pas des entreprises concernant donc la DEI, qui sont les politiques relatives à l'inclusion au sein des entreprises, et on a vu à la fois des mouvements de résistance et aussi pas mal de mouvements de capitulation. Et puis en France, plus spécifiquement, les entreprises ont été aussi soumises à des pressions, et le monde économique et le monde des entreprises françaises a oscillé entre stupeur et réflexion stratégique. Et donc, on observe quand même aujourd'hui une ère qu'on pourrait qualifier d'ère d'attentisme par rapport à l'incertitude de ce que sera aujourd'hui, demain, le nouveau contexte. Évidemment, une offensive économique avec des décisions erratiques qui plongent quand même tous les acteurs dans une forme de peur concernant l'avenir et la survie des entreprises. Et enfin, technologique, puisqu'il y a une préoccupation collective par rapport aux enjeux technologiques et évidemment, en particulier par rapport aux enjeux liés à l'IA. Deux exemples que nous voulions rapidement aborder avec vous ce matin qui sont assez parlants. Le premier est celui de Volvo, qui a revu à la baisse ses ambitions de neutralité climatique assez récemment. En 2021, ils avaient sorti un long film, très bien réalisé, qu'ils avaient intitulé The Ultimate Safety Test. On voyait un de leurs véhicules subir tout type de tests de sécurité, une voiture jetée d'une falaise, etc. Et en dernier plan de ce film, une banquise qui s'écroule avec en surimpression le texte que vous pouvez lire, qui est « Climate change is the ultimate safety test ». Donc, le changement climatique est le test de sécurité ultime. Donc, c'était un film pour engager, pour annoncer leur démarche vers plus de neutralité climatique et le passage au tout électrique. Et en 2024, comme vous pouvez le voir, face aux réalités économiques, Volvo recule et ne recule pas à moitié puisqu'ils ont revu leurs engagements quand même de manière assez drastique. Le deuxième exemple qui est parlant, c'est celui de Virgin Atlantic, qui a calmé le jeu sur les représentations de la diversité, qui était quand même la tonalité assez caractéristique de la marque, une marque très libre, une marque très légère, très inclusive. En 2022, avec leur film See the World Differently,
on avait tout un tas de représentations de ce que signifie la diversité dans une société. Voilà, on voit un homme steward maquillé, une femme qu'on pourrait considérer comme étant à peu près un peu senior, percée, très rock'n'roll. Et en 2025, on redescend d'un cran et on revient à un film beaucoup plus consensuel avec donc ce film Be a Rainbow in the Clouds, en référence au poème de Maya Angelou, où on revient sur des motifs qui sont beaucoup plus classiques, beaucoup plus attendus pour la catégorie, avec donc cette plage paradisiaque et puis par exemple cet homme qui représente plutôt la classe aisée, cinquantenaire, etc. Donc tout ce contexte met quand même à mal certaines populations. Absolument. Et le corollaire de tout ça, c'est en effet des responsables RSE qui sont à la fois qui ont une perte, on va dire, de motivation, aussi un peu de moyens. Alors, c'est quand même intéressant de noter qu'ils évoluent dans un contexte qui ne leur est pas toujours favorable et qu'aujourd'hui, un peu plus d'un tiers des Français se disent climato-sceptiques et font donc une véritable résistance au changement, donc ce qui n'est pas rien. Ça veut dire qu'ils évoluent dans un contexte qui ne leur est pas, encore une fois, tout à fait favorable. Un tiers d'entre eux estiment qu'en fait, qu'ils n'ont pas assez de ressources et de moyens à disposition pour faire véritablement bouger les lignes. Et ça ne va pas aller a priori en s'améliorant. Et enfin, ils ont un périmètre d'action d'évolution qui est lié aux évolutions des enjeux RSE aujourd'hui, qui est souvent un peu large, qui n'est pas toujours très clair. Tout ça, couplé avec ce que disait Céleste à l'instant, on va dire un écosystème et un environnement politique et économique extrêmement tendu, qui fait aussi que les entreprises reviennent un peu au back to basics, c'est-à-dire retrouver le business, la croissance. Voilà. Donc, RSE fatigue, en effet, nos responsables RSE ne sont pas forcément dans un contexte hyper favorable. Alors, comment on fait Puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. En premier lieu, on fait confiance. On fait confiance, absolument. Le premier point, c'est de se dire on ne peut pas être dans une défiance généralisée et totale. Ces engagements, ils sont importants. Ils sont importants pour notre planète, pour les générations futures. Et donc, c'est une véritable nécessité économique et morale. Et donc, la communication qui va avec aussi. Donc, il ne faut pas lâcher. On fait des choix. Ça, c'est une vraie conviction qu'on porte aussi, c'est-à-dire que là où potentiellement les premières communications étaient sans doute très hautes et où les entreprises se positionnaient en sauveurs un peu de la planète et de l'univers, on pense que c'est intéressant de revenir peut-être à des choses plus concrètes, plus discrètes, plus mesurables aussi, avec une forme d'humilité. C'est ce qui va rendre sans doute nos communications plus crédibles et moins déclaratives. Et puis, surtout, dernier point, on est créatif, et c'est là où on peut aussi largement vous accompagner, puisqu'on l'a dit à l'ère de la saturation un peu informationnelle, si on veut être visible, si on veut être lisible, eh bien, la créativité est reine. Et donc, il faut impérativement explorer des nouveaux formats, des nouvelles tonalités. On n'est pas obligé d'être dans la culpabilité, on n'est pas obligé d'être dans l'éco-anxiété absolue. On peut avoir, je vous disais, une tonalité plus dans l'humilité, ou pourquoi pas jouer avec l'humour, avec des codes de la pop culture. On va y revenir à travers un certain nombre d'exemples. La palette est large et là, le choix, je dirais que le champ s'agrandit et le choix des possibles est intéressant à explorer. Alors, nos convictions chez Watt, justement, sur le futur de cette communication RSE, ou plutôt sur les grands chantiers auxquels elle doit s'atteler pour réussir à sortir de cette ornière et pour redevenir désirable parce qu'elle l'est fondamentalement. Alors, il y a 5 points qui sont des points un peu globaux, mais qui pour nous sont les points les plus essentiels. Le premier, c'est ce qu'on appelle, de manière un peu barbare, l'effet underdog, mais pour le dire plus simplement, c'est le fait d'assumer publiquement d'être imparfait. Il y a quelque chose chez nous, les humains, de très spécial, c'est qu'on a une tendance empathique et une tendance à adhérer beaucoup plus facilement on a une affection particulière pour le deuxième. On pourrait dire ça comme ça. Il y a une communication historique de Avis par rapport à Hertz qui disait « We try harder ». Qui a été incroyablement efficace et qui a marqué le début d'un renouveau de leur communication. Et c'est exactement ça. Le fait de dire qu'on est imparfait et qu'on peut faire mieux et qu'on a envie de faire mieux marche toujours mieux que de dire « non, non, on fait tout bien » et puis d'essayer de cacher la poussière sous le tapis.
Le deuxième point, c'est l'ère du doing. Effectivement, après quand même une grande période dévolue au washing, et pas que, évidemment, mais où on se disait il vaut mieux beaucoup en parler, même si à l'arrivée, les actes ne suivent pas toujours. Aujourd'hui, c'est terminé. Il vaut mieux en faire moins, mais en faire mieux. Et se poser la question de quand communiquer, est-ce que c'est pertinent de communiquer, et aussi parfois de ne pas communiquer quand on n'a pas suffisamment de choses à dire. Évidemment, l'horizontalité, sortir de modèles top-down pour vraiment être dans une dynamique beaucoup plus inclusive, beaucoup plus participative, à la fois en interne et aussi en externe, trancher, donc faire des choix, comme l'évoquait Fanny tout à l'heure, fin des compromis mou, fin des one-shots, il faut prendre des décisions fortes. Je pense là, en vous en parlant par exemple à la marque Lush qui avait quitté les réseaux sociaux en 2023, si je ne dis pas de bêtises, et qui n'y est pas revenu depuis, pour justement porter et incarner leur lutte pour la désintoxication et tout le mal donc qu'on sait que les réseaux peuvent faire. Voilà, ça c'est une décision forte et qui forcément donne une résonance particulière à leur engagement en la matière. Et enfin, la localité, effectivement, plutôt que l'universalité, agir au niveau de la zone d'influence très concrète de l'entreprise, son bassin d'emploi, commencer, entre guillemets, par là où on va être le plus efficace et le plus fort pour ensuite voir plus loin. Et concrètement, alors on va voir avec vous, rentrer un peu dans le vif du sujet. On a déterminé 7 tendances créatives qui, pour nous, sont assez fortes dans la manière qu'elles ont de réenchanter ou de faire considérer cette communication des engagements d'une manière différente, qui sortent un peu voilà, des sentiers battus, qui sont pour nous très inspirationnels, qu'on partage avec vous aujourd'hui et évidemment desquels nous pourrons discuter après. Alors, la première tendance, c'est justement pour faire écho à cet effet underdog que nous évoquions juste avant, c'est qu'on n'est pas parfait. En fait, ni les entreprises, ni les gens, et ça tout le monde le sait, donc il faut arrêter de se raconter des salades, et que communiquer sur ses engagements, c'est aussi communiquer sur les dilemmes qu'on rencontre, les difficultés qu'on a, les impasses dans lesquelles on se trouve. Veja le fait très bien, par exemple, sur son site corporate, avec une rubrique limite, qui est assez longue d'ailleurs, assez fournie, tout au long de laquelle en fait la marque explique tout ce qu'elle n'arrive pas à faire, ce qu'elle arrivera peut-être à faire demain et ce qu'elle n'arrivera peut-être jamais à faire. Et ça, d'un coup, ça nous donne envie de l'aimer, si je puis dire. Et dans une autre mesure, dans un autre style, WeGo, alors c'est pas spécifiquement une communication autour des engagements, mais leur offre étant intrinsèquement liée à ces problématiques-là, on dédie une campagne en fait à cette idée de pas parfait, qu'ils ont appelé écolo sans faire exprès, et je vous propose de voir du coup Se faire lâcher par son scooter, c'est comme prendre un Wigo à seulement 19 €. C'est être écolo sans faire exprès. Voilà, et donc, parce que l'intérêt, c'est quand même de savoir comment est-ce que nous pourrions transposer ça peut-être en matière de communication, on va dire, plus corporate et peut-être moins conso. Ce qu'on disait, ce qui est intéressant dans cette posture, c'est d'assumer collectivement, en effet, que les entreprises et leurs différentes parties prenantes ne sont pas parfaites. Et ça peut passer tout simplement par une ligne éditoriale qui porte, comme je le disais, une forme d'humilité. On vous a repris ici 2 exemples, notamment celle de Claire Pedini, qui est la DGA en charge de la RH et de la RSE chez Saint-Gobain, qui a beaucoup communiqué sur le sujet de la féminisation des effectifs et qui a salué les efforts et les résultats en matière de féminisation, puisque aujourd'hui ils sont à 24% de femmes dans l'entreprise versus 9% pour le secteur, donc ils ont plutôt des très bons résultats. Et pour autant, elle insiste sur le fait que tout reste à faire, que le chemin est encore long et qu'il faut rester extrêmement mobilisé et engagé sur ce sujet de la place des femmes dans l'entreprise.
Autre exemple, celui de Thomas Fenet, qui est lui responsable des contenus RSE et corporate chez Ferrero, et qui a largement pris la parole sur la thématique de la marque iconique, la problématique de la marque iconique Nutella qu'on connaît bien, et du sujet de l'huile de palme, tout en alors, assumant le fait qu'il ne remettait pas en cause l'utilisation de cette huile de palme, mais en ayant un contenu, on va dire, pédagogique, et en décryptant finalement toute la filière et le process de traçabilité du produit, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de sujet de déforestation. Donc voilà, ils assument une partie, mais en même temps, ils expliquent ce qu'ils ont mis en place et les garde-fous que la marque a souhaité communiquer et valoriser auprès de ses consommateurs. Notre deuxième tendance, c'est la fiction et dans une autre mesure, le design fiction, ce qu'on appelle le design fiction. Alors, l'avantage de la fiction, c'est qu'on se détache complètement des carcans du réel, donc ça permet de tout imaginer, de projeter des récits qui soient inattendus, de faire preuve de créativité. Et forcément, se détacher du réel, ça permet toujours quand même d'avoir des productions qui soient enthousiasmantes. Et donc, on peut emprunter les codes du conte, du rêve, de l'allégorie. L'important, c'est de sortir de la réalité pour essayer de projeter l'entreprise et de projeter ses engagements dans une réalité parallèle, mais quand même toujours raccrochée à des enjeux réels, pour mettre à l'épreuve, si je puis dire, ces inflexions et ces projections stratégiques. Le design fiction, à proprement parler, c'est une méthode particulière qui va utiliser la fiction pour imaginer et matérialiser ces futurs possibles. Et donc, pour mettre vraiment très concrètement à l'épreuve les conséquences de ces décisions stratégiques sur 5, 10, 15, 30 ans et plus, si on veut. Avec 3 exemples qui démontrent quand même qu'en ce moment, on est vraiment sur cette tendance. Il y a Dentsu qui propose dans CB News une série d'articles, en 5 articles, si mon souvenir est bon, autour justement, donc, qui relève complètement du design fiction et qui va projeter des industries dans un futur plus ou moins proche pour voir les impacts. Par exemple, comment est-ce que l'industrie du vin sera impactée par le réchauffement climatique d'ici à 2090. Donc, c'est très intéressant pour voir justement comment les décisions stratégiques, elles vivent à l'épreuve de cette projection dans le temps. Voilà, le deuxième exemple qui nous montre quand même qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de cette projection de l'entreprise dans un monde fictionnel, c'est le concours Futur Désirable qui va être organisé par le Club des directeurs artistiques, qui a été organisé en avril 2025, qui était intitulé Vivre ensemble en 2035 et qui donc mettait nos créatifs à l'épreuve de cette conception d'un futur. Pour parler plus concrètement, je vous propose de regarder l'exemple de Paprec, donc la société de tri et de gestion des déchets, qui a utilisé, alors non pas la méthode de design fiction, quoique on pourrait en discuter, mais en tout cas un format de fiction pour parler de ses métiers, parler de ses engagements. Donc, je vous propose de le découvrir ensemble. Voilà, donc on voit bien comment ça transpose quand même l'univers de l'entreprise dans quelque chose de tout à fait différent et de beaucoup plus enthousiasmant que de rester ancré dans le réel, si je puis dire. Le deuxième exemple qu'on voulait évoquer avec vous, c'est celui de Texen, qui est donc un leader du packaging plastique, qui travaille notamment avec beaucoup de marques cosmétiques. Et qui a produit, pour le coup, vraiment purement un produit et un format de design fiction. Alors, il y avait un dispositif assez diversifié, il y avait un site très interactif et surtout un magazine d'exploration, voilà, autour de tous les sujets relatifs à l'avenir du plastique. Et c'est plutôt intéressant du point de vue de la nature même de leur industrie et des produits qu'ils traitent. Comment est-ce que Texen se positionne
avec les problématiques qui sont les siennes, dans un avenir plutôt éloigné, et comment est-ce qu'il est apporteur de solutions par rapport à ses engagements RSE relatifs au traitement du plastique. Donc pour vous et en matière corporate, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, la force, vous l'avez compris, c'est de pouvoir projeter dans un avenir, comme on le disait à l'instant, comme expliqué Céleste, est désirable ou ne l'est pas, et donc en tout cas ouvre le débat. Alors on n'a pas forcément toujours les moyens de créer son propre design fiction, donc il y a certaines entreprises, et c'est un moyen intéressant d'ouvrir le débat, qui capitalisent sur des formats et des supports déjà existants, type des documentaires comme 2040 ou Les Roues de l'avenir par exemple, qui sont projetés en interne et qui derrière donne l'occasion aux équipes d'échanger, de partager, de faire passer des messages. Alors, ça peut être un contenu rich média comme celui-ci, de la vidéo, mais ça peut être aussi des nouvelles, ça peut être une BD. Voilà, en tout cas, de partir d'un support déjà existant qui ouvre le débat et l'échange. On peut aussi, bien sûr, surfer sur des trends déjà existants, type la tendance des Power Point of View là, sur TikTok, et qui permettent vraiment de mettre le collaborateur, le consommateur, enfin l'ensemble de vos parties prenantes dans un univers très immersif, voire submersif. Et donc là, pareil, on va pouvoir recréer un environnement qui pose question, qui sera encore une fois désirable ou pas désirable, mais qui mettra véritablement qui positionnera nos cibles au cœur de ce nouvel écosystème. Et puis un dernier exemple qui est une réalisation que nous avons menée avec notre client Vinci Construction, une expérience véritablement immersive et onirique autour de l'innovation, avec ce principe de zoom infini. Alors pour ce faire, on a créé un partenariat avec un artiste, l'artiste Vascange, un illustrateur. Et donc là, encore une fois, à travers la thématique d'innovation, mais aussi d'innovation responsable, on vient se balader dans l'espace, on rentre véritablement de manière immersive dans cette illustration. C'est une manière de traiter des sujets RSE et plus largement, pourquoi pas un rapport annuel de manière beaucoup plus interactive et ludique finalement. En images. Voilà pour Vinci. Alors, autre tendance intéressante en ce qui concerne le réenchantement de la communication des engagements, c'est le hacking. Mot que tous les communicants ont beaucoup à la bouche ces derniers temps, mais pour cause, il est extrêmement efficace parce que quel que soit l'objet qu'on détourne, alors ça peut être un canal de communication, un fait d'actualité, un élément de pop culture, une trend sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est de casser le bruit de fond. On parlait tout à l'heure de saturation informationnelle. On parle d'économie de l'attention. Pour réussir à s'introduire justement dans cette économie de l'attention, le hack est extrêmement efficace pour casser ce bruit de fond et réussir à émerger. Avec deux exemples, voilà, la compagnie aérienne Transavia qui s'est infiltrée dans les jeux de foot et qui permettait aux joueurs, lorsqu'ils faisaient la célèbre célébration de l'avion, en le postant sur Twitter, de pouvoir gagner des billets d'avion, ou encore Back Market qui s'introduit chez Apple pour faire valoir ses produits et ses engagements. Pour parler un peu plus concrètement des exemples qui nous intéressent, CNP Assurance récemment a détourné la réclame publicitaire pour faire valoir son engagement en faveur de l'accès à la propriété pour les femmes ayant eu un cancer du sein. Et donc, on a un cas de détournement de la réclame immobilière qui voilà, permet de capter l'attention parce qu'il crée la surprise, parce que quelque chose change par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Donc, vous pouvez le voir sur l'écran, pas à vendre aux femmes ayant eu un cancer du sein. Campagne d'ailleurs qui a reçu un prix. Et dans le même esprit, la Banque Populaire a fait cette campagne intitulée « Les panneaux d'intérêt local » pour faire valoir ses engagements en faveur des artisans locaux
un peu partout à travers la France. Ils ont détourné les panneaux d'intérêt culturel, ce qu'on peut tous voir quand on voyage sur nos autoroutes, pour mettre en lumière et pour mettre sur le devant de la scène les artisans que la Banque Populaire soutient. Et donc, je vous propose de voir une courte vidéo. Banque Populaire présente les panneaux d'intérêt local. Parce que les entreprises locales méritent aussi de figurer au patrimoine, nous avons détourné les fameux panneaux d'intérêt culturel qui bordent nos routes. Comme pour Nomad Surfing, qui crée des planches de surf et des accessoires éco-responsables. L'atelier Couteau Morta, qui revisite l'art de la coutellerie artisanale. Ou encore Coucou Cabane, qui conçoit des éco-cabanes innovantes. Voilà pour la Banque Populaire. Et donc, encore une fois, petit focus sur des choses qui pourraient être exploitées et faites en matière de communication corporate avec, on disait à l'inverse, on ne surfe pas directement sur les tendances, mais on vient détourner les codes et on va jouer avec. Deux exemples donc ici, avec le premier avec le trend du Starter Pack que vous avez certainement vu fleurir ces derniers mois sur vos réseaux sociaux. C'est une fonctionnalité proposée par le ChatGPT et qui permet de représenter une personne à travers une collection d'accessoires, d'objets qui symbolisent sa personnalité. Donc évidemment, ce n'est pas neutre en matière d'empreinte carbone. Et donc, deux marques WWF, alors à travers une créa sauvage, a joué sur ce trend en réalisant en fait un starter pack qui met en scène un animal en voie de disparition à travers un blister transparent justement qui met en exergue le fait que ce sont des espèces en voie de disparition, qu'ils en ont réalisé un certain nombre. Et de la même manière, la Banque Postale, alors qu'ils se positionne depuis de nombreuses années sur la thématique du numérique responsable, a réalisé un starter pack plutôt avec des data qui met en avant justement le coût que représente cette tendance et ce trend d'un point de vue écologique. Deuxième exemple, deuxième référence, alors assez différente, vous avez certainement vu aussi récemment cette campagne réalisée par la marque Shein, qui a beaucoup fait parler d'elle, marque vraiment au top de la fast fashion. Et donc, il y a deux entreprises, deux marques, Vestiaire Collective et le label Emmaüs, qui ont repris les codes de cette campagne pour venir les détourner et venir évidemment mieux la critiquer et défendre, bien sûr, l'engagement en matière de responsabilité sur le sujet du textile, qui est un vrai sujet aujourd'hui d'un point de vue environnemental. Alors, un peu plus attendu, si je puis dire, mais quand même toujours très, très efficace, l'incarnation, avec deux exemples récents et parlants. Donc, voilà, l'incarnation et tous les avantages que ce levier peut avoir pour porter la communication des engagements et la communication RSE, en rendant les promesses tangibles, en rendant les promesses humaines, à la fois en externe. Évidemment, ça permet de générer énormément d'engagement et en interne, on aligne la culture, les comportements et les valeurs d'entreprise. Par exemple, Bouygues Télécom a collaboré avec l'EDA Situation sur la question du cyberharcèlement, question à laquelle elle est, sujet et comportement plutôt auquel elle est extrêmement exposée en tant que femme influenceuse sur les réseaux. Donc, évidemment, la pertinence de l'influence est une vraie question. Et alliance avec l'Alliance des nageurs et Michou pour porter les engagements d'Alliance en faveur d'une plus grande diffusion de l'activité sportive. Et deux exemples, donc un peu plus focus là, en matière corporelle. Donc finalement, l'incarnation, c'est l'art d'embarquer votre communauté pour qu'elle porte véritablement les engagements de votre entreprise. Donc deux exemples de mutuelles avec Matmut, qui a un réseau de 27 ambassadeurs RSE, et qui est très présent sur le terrain, anime un certain nombre de fresques du climat. Donc, je crois qu'ils ont formé l'année dernière un peu plus de 400 collaborateurs et ils ont mis en place un système de caisse de résonance puisque l'ensemble des responsables d'agences de la Matmut relaient, commentent, partagent l'ensemble de ces actions terrain pour qu'elles soient le plus visibles possible et auprès du plus grand nombre. Et puis, on parlait d'influenceurs avec l'EDA Situation. Alors,
tout le monde ne peut pas se payer l'ENA situation, mais il y a d'autres manières de faire et c'est l'option qu'a retenue la Manif, qui a mené un partenariat avec un micro-influenceur, Xavier Thévenard, qui est un ultra-trailer qui prend position depuis de nombreuses années sur la pratique du sport éco-responsable. Donc voilà, on est dans quelque chose sans doute de beaucoup plus abordable et facile à mettre en place, mais qui permet à la fois de capitaliser sur sa communauté interne, mais aussi sur la communauté du micro-influenceur. Donc on a ce système concentrique qui fait qu'on va aller toucher des publics plus larges, voire le grand public, grâce à l'audience aussi de cet influenceur. Le tout étant que ce soit évidemment aligné avec l'ADN de la marque, c'est ce que disait Céleste tout à l'heure. C'est préférable, en tout cas. Le gaming, qui est notre prochaine tendance. Le gaming qui est extrêmement efficace pour porter des sujets d'engagement notamment, parce que ça transpose ces engagements dans une expérience interactive et participative et donc forcément plus engageante, qui génère plus d'adhésion. Ce très bel exemple de Greenpeace Brésil avec GTA en 2022, où l'ONG a transposé dans le jeu les conséquences réelles d'un réchauffement climatique à plus 3 degrés. Donc, vous voyez ici une scène d'inondation, mais ils ont quand même poussé le détail de l'opération assez loin, puisque les joueurs portent des masques, ils sont plus essoufflés, donc ils courent moins vite. Et ça avait eu un grand retentissement parce que ça avait été vraiment très efficace. 2 exemples de gamification pour la communication des engagements et des valeurs de l'entreprise. Alors, RTE, donc le réseau électrique, l'entreprise qui couvre 99% du réseau électrique français, pour engager et sensibiliser ses collaborateurs en interne sur le rôle que chacun joue vis-à-vis de notre sécurité énergétique, a imaginé ce format sous forme de blockbuster américain qu'ils ont appelé Protect the 99 pour engager, pour sensibiliser. Je vous propose de le découvrir ensemble. De ne pas chercher à mettre un terme à cet appel et de rester attentif au message qui va suivre. Notre temps est compté. Je m'appelle Paul Cardinal. Territoire français depuis plus de 30 ans. Voilà, donc on voit bien comment est-ce qu'il est plus efficace de parler de la responsabilité de chacun et de sécurité sous ce format-là, et comment aussi ça génère de la fierté, parce que la créativité génère de la fierté et on a forcément plus envie d'y prendre part. Et le deuxième exemple concernant le gaming que nous voulions voir avec vous, c'est celui d'Orange et de son combat contre le cyberharcèlement en ligne et pour la préservation de la santé mentale avec ses safe zones, qui est aussi, qu'on pourrait aussi rapprocher d'un exemple de hacking, puisqu'ils investissent les jeux Fortnite et Roblox. Et en fait, les joueurs dans les maps de chacun de ces 2 jeux peuvent se réfugier dans des zones dédiées et être mis en contact avec des professionnels de la santé mentale. Et de la même manière, je vous propose de regarder la vidéo ensemble. Et voilà pour notre dernier exemple de gaming, avant de parler de vous. Donc, en effet, on parle de gaming, c'est aussi d'interactivité en tout cas, et c'est comment finalement permettre à vos parties prenantes de
prendre conscience des choses tout en étant dans l'action et clairement dans le sujet. Il y a des choses toutes simples qui peuvent être faites. Alors, on fait, nous, à l'agence, mais EDF le fait également. C'est l'organisation de sessions de calcul du bilan carbone individuel des collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise. Donc, c'est des sessions qui peuvent être collectives et on crée une certaine aussi émulation autour de ce calcul d'empreinte carbone, de bilan carbone, et qui peut être couplé à des ateliers de sensibilisation, d'information, pour aider en fait chacun à trouver des leviers et des manières d'améliorer finalement son empreinte carbone personnelle. Et puis, deuxième tendance, c'est celle des jeux existants. Alors, surfer sur voilà, des principes ou des concepts de jeux, comme l'a fait la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand avec le loup-garou de la biodiversité. Donc, le loup-garou, c'est un jeu qui existe depuis de nombreuses années, qui se joue dans les familles, en vacances, etc. Donc, très ancré dans l'univers, on va dire, le collectif. Et donc, voilà, ils ont vraiment surfé sur ce concept-là. Alors, en plus, il y a eu un double effet qui se coule, c'est qu'il y avait en même temps la diffusion de la série Loup-garou sur Canal+ avec Panayotis Pasco. Donc, voilà, c'est une autre manière, finalement, de parler de ces sujets d'engagement et de RSE de façon ludique à travers des jeux de plateau ou la déclinaison de jeux déjà existants. Notre avant-dernière tendance, c'est que plus égale plus. Alors, dit de manière un peu moins mathématique, c'est la positivité, puisque c'est comme ça. Les études montrent que les contenus émotionnellement positifs accroissent la mémorisation de 30%. Et ça doit certainement être encore plus le cas aujourd'hui, vu l'angoisse ambiante. Donc, à ne surtout pas négliger la positivité. Voilà, sur les réseaux sociaux, les contenus qui sont orientés solutions plutôt qu'orientés problèmes génèrent jusqu'à 2 fois plus de partage. Et donc ici, 3 exemples. Kaizen, qui est un média sur la transition écologique, mais qui a axé solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut continuer de faire? Et donc, on en revient aussi quand même toujours, quand on est positif, c'est qu'on admet ne pas être parfait. Alors, vous voyez comment la boucle est bouclée. De son côté, EDF a lancé un podcast intitulé Climax, en partenariat avec l'humoriste Certes Mathurin, en plusieurs épisodes où la question du climat est abordée sous le prisme de la positivité, de l'humour, de la légèreté, parce que ces sujets ne sont pas condamnés à être sérieux pour être sérieusement traités, si je puis dire. On peut avoir un point de vue sérieux et solide sur le sujet et mettre un petit peu de légèreté de manière à ce que les messages soient mieux captés. Et enfin, un dernier exemple intéressant, c'est un format de stand-up produit par l'humoriste Kevin Hart, très connu aux États-Unis, en partenariat avec AXA, qui regroupe alors beaucoup d'humoristes connus quand même plutôt outre-Atlantique, mais par exemple Neil Patrick Harris, qui est assez connu chez nous. Et donc voilà, en coproduction avec Kevin Hart, AXA produit ce format de stand-up axé autour de la question de la santé mentale, où ce sont des humoristes qui s'expriment. Et puis d'un coup, on respire un peu, quoi. Et on respire un peu et on a envie de prêter attention à ces discours engagés et sur les engagements. Et donc, là aussi, pour vous, il y a plein de formats ou de choses à imaginer. 2 exemples ici qu'on a repris qui font un peu plus sur des problématiques corporate. Le média positif de la Maïf, qui est notamment réalisé en partenariat avec des journalistes justement du média Climax, et qui, sous forme de mini-capsule de 2-3 minutes, va vraiment mettre en avant des initiatives inspirantes, positives. Et là encore, on n'est pas obligé d'être dans la culpabilité, on n'est pas obligé d'être dans l'éco-anxiété absolue. Donc, c'est voilà, comment on partage aussi des solutions et on donne un peu de perspective pour l'avenir. Et de la même manière, alors AXA toujours, on y revient, avec la formalisation et la réalisation de son rapport de prospective, réalisé avec 30 futuristes internationaux, et qui là aussi, avec ses 100 raisons d'aimer le futur, met en avant des dispositions, des initiatives extrêmement positives qui nous donnent des raisons d'y croire et de parler de ces sujets de manière extrêmement positive. Et enfin, en termes de communication des engagements, on pense quand même que la BIF est un peu le moine.
et qu'aujourd'hui, il est temps vraiment de réinventer l'esthétique RSE pour remettre du désir dans le discours sur les engagements, sur la RSE, de faire de la forme un levier stratégique, d'adopter des codes qui soient beaucoup plus pop, beaucoup plus rock, beaucoup plus fun, parce que il est nécessaire aussi aujourd'hui de casser une association qu'on continue à faire. Alors, peut-être pas nous, peut-être pas vous, mais en tout cas, les gens qui pourraient un jour être partie prenante et entraînée dans ces questions-là, c'est le rapport entre RSE et ennui, on va dire, un aspect un peu fade qui est fait assez automatiquement. Et ça, c'est pas une fatalité, très loin de là. L'idée, c'est quand même de passer de ça. Donc, il pousse des ampoules, la croissance en pelouse, l'intérêt d'une boule en verre, de tous ces motifs, clichés. De toutes ces éoliennes. De toutes ces éoliennes partout et de l'idée que la RSE, la communication des engagements, donc, en matière écologique, évidemment, mais j'aurais pu aussi mettre des exemples d'ailleurs sur la diversité. Il y a aussi des grands motifs comme ça qui reviennent stéréotypiques, desquels il faut impérativement se détacher pour passer à ce genre de production avec un traitement graphique beaucoup plus impactant, beaucoup plus sexy, je ne trouve pas d'autres termes, mais c'est la vérité. Alors voilà, on a ce média Climax dont la signature est le média encore plus chaud que le climat, voilà, où on voit comment il est possible de prendre un peu le contre-pied de la manière avec laquelle on parle de ces questions depuis des années pour retourner dans quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus engageant et dont on a envie de s'emparer parce qu'on trouve ça beau. Alors, c'est un peu bête et méchant, mais c'est quand même la vérité et c'est comme ça qu'on est fait. On aime aussi ce qui est beau. Et puis, dans une toute autre dimension, il y a Back Market avec ce traité noir sur blanc qui est extrêmement fort, impactant visuellement. Et donc voilà, avec le logo du festival We Love Green, qui est un festival dédié à la sensibilisation sur ces questions et qui voilà, utilise cette typo très liquide, très métallique. Donc, il nous semble à nous aussi essentiel de se pencher sur la forme après avoir vu un peu toutes les problématiques de fond qu'on a évoquées jusqu'ici. Et puis, comme ça, la boucle sera bouclée et les problématiques RSE auront enfin la communication qu'elles méritent. Et toute leur place, absolument. Voilà, on arrive bientôt à la fin de ce Trust Day. Peut-être vous redire que, évidemment, tous ces sujets sont des sujets sur lesquels on est mobilisé et on aime, nous, accompagner nos clients à l'agence. Alors, on vous a remis ici un peu le champ des possibles et les différents sujets sur lesquels on peut vous accompagner. Évidemment, les campagnes d'intérêt général, les campagnes et dispositifs externes et internes d'engagement, de mobilisation, de la même manière, toutes les mécaniques d'employés ou de leader advocacy pour, comme on disait tout à l'heure aussi, capitaliser aussi sur vos collaboratrices et collaborateurs pour faire caisse de résonance et porter ces engagements. Et puis, bien sûr, les plus traditionnels, rapports intégrés et rapports RSE que l'on retrouve chaque année. Et donc, en images, voici quelques-unes des réalisations de l'agence avec les campagnes que nous avons menées pour le Centre Hubertine au Clair, qui, sur le sexisme ordinaire et puis sur le sujet de l'inceste auprès des jeunes publics, le groupe SOS également qu'on accompagne sur toute une communication autour du bien vivre ensemble et de l'engagement en matière d'exclusion et de diversité. On a évoqué les rapports RSE, engagement, ESG. Donc, on vous a remis ici aussi un certain nombre d'exemples avec BNP Paribas, Vinci Construction, dont on a parlé tout à l'heure, ou même Chris. On accompagne aussi de plus en plus nos clients sur l'éco-conception, qu'elle soit print, web, l'accessibilité, la mesure de carbone des projets, etc. On l'a fait notamment avec le rapport annuel de l'ADEME. Voilà, et puis des campagnes qui peuvent être sur des thématiques plus spécifiques, notamment pour Accentio ou pour le groupe La Poste. Voilà, donc encore une fois, le panel est large, le champ des possibles est varié. La créativité, on l'a dit, est reine. Et voilà, on sera ravis de pouvoir vous accompagner sur tous ces sujets si vous avez des problématiques à nous confier. Je vous remercie pour votre attention. Beaucoup. Je ne sais pas si... Alors, on a Lucille en régie, il y a des questions ou des commentaires.
tout de suite. M'entendez-vous? Oui. Super. Alors, nous avons eu 2 questions que je vous partage tout de suite. Donc, elles sont posées au moment où elles ont été posées. Donc, peut-être que depuis, vous avez apporté des éclairages. Mais voilà, je vous repartage Sarah qui se demandait pourquoi être discret si les engagements sont forts et véritables. Et dans ce contexte, faut-il réussir à faire de la RSE un sujet de réintérêt? Alors, c'est évident que, et c'est ce qu'on disait, ce qu'il faut, c'est que ce soit très concret, pragmatique et ancré dans une vraie réalité. Quand on prend l'exemple d'H&M, par exemple, là, on sent qu'il y a une dissonance clairement entre ce que représente cette marque, ce qu'elle fait au quotidien et l'impact qu'elle a d'un point de vue environnemental et le fait de lancer une capsule ou une collection qui s'appelle Conscious. Donc, c'est plus ça. Si des choses qui a une vraie... ou Victoria's Secret, qui, de la même manière, était... accusés en même temps de misogynie, etc. Donc là, on se dit, ils veulent se racheter une conscience et c'est ça qui ne fonctionne pas. Évidemment, si on a des éléments très tangibles, concrets, mesurables à partager, il ne faut surtout pas s'en priver. Après, ce que l'on prône, c'est une manière de prendre la parole sur ces sujets-là et qu'elle soit, comme on disait, la plus créative possible, optimiste possible, réinventer des formats, être dans l'échange et pas être dans une communication trop top-down. Mais évidemment que s'il y a des engagements forts et qui sont prouvés et mesurables, au contraire, on est persuadé qu'il faut continuer à communiquer sur ces sujets. Bien sûr, la question est plus celle de la justesse de la tonalité, je dirais, plus que celle de la discrétion, mais effectivement, je crois que c'était le mot qui était sur le slide, mais voilà, c'est plus le ton juste et quand même toujours une petite pointe d'humilité parce que tout le monde est perfectible et donc il faut essayer de toujours voir plein, mais effectivement, il s'agit de faire preuve d'humilité et non pas de timidité et l'important est de caler le ton à la hauteur des engagements qui sont menés. Et donc, c'est cette espèce de danse un peu subtile qu'on a essayé de décrire. Mais bien sûr, si les engagements sont réels, forts et démontrables, surtout ne pas hésiter. C'est une belle matière de communication. Et nous avions Florine qui a posé une question également concernant la tendance d'imaginer le futur. Florine se demande si ce ne va pas à l'encontre du fait de se recentrer sur les actions concrètes de l'entreprise et d'être un peu plus modeste et réaliste. Moi, je dis, mais on est sur 2 problématiques qui sont différentes. D'un côté, on est sur la prise à pleine main, si je puis dire, des actions menées concrètement par l'entreprise dans le réel. Et en ce qui concerne le design fiction, c'est un exercice de prospective qui permet de se tester, je dirais d'ailleurs. Et l'idée, c'est que ce futur désirable ou indésirable dans lequel on se projette, ça soit un outil d'ajustement, d'adaptation et d'autotest de l'entreprise par rapport au futur dans lequel elle se projetterait. Encore une fois, tout est une question de tonalité et faire un exercice de design fiction ne condamne pas forcément à imaginer. Alors, par exemple, l'exemple de Texen était l'exemple d'une entreprise qui revendique une position de leader dans son domaine. Donc, son exercice de design fiction va être celui d'une entité qui se considère légitime pour donner des conseils, imaginer l'avenir, imaginer le futur dans ces catégories. Ce qui ne sera pas le cas de tous les acteurs, par exemple, du packaging plastique et même d'autres catégories. Donc, je dirais que le design fiction est plus un outil d'autotest. Et donc, à cet égard-là, justement, c'est plutôt humble d'essayer de se projeter à 10, 30, 20, 40 ans pour voir si le discours qu'on a et les initiatives qu'on a engagées sont crédibles et tiennent le coup de la durée. Oui, et puis c'est peut-être une manière aussi de faire prendre conscience aussi de ces enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux à des gens qui ne sont pas forcément convaincus aujourd'hui. On dit qu'il y a quand même un tiers des Français qui sont climato-sceptiques. Moi, je trouve ce chiffre est extrêmement fort. Voilà, donc est-ce que ce n'est pas une manière pour des gens qui sont très éloignés aussi du sujet de les embarquer, de les projeter dans cet univers-là en disant, voilà quand même toutes les conséquences que ça peut avoir. Et voilà, donc, je pense qu'il y a mille et une façons de l'utiliser. Encore une fois, tout est une question de dosage et puis c'est à remettre en perspective, en parallèle avec ce que chaque entreprise fait. Il n'y avait plus d'autres questions dans le chat. Ok.
Eh bien, on vous remercie beaucoup pour votre attention. On reste évidemment, l'agence reste à votre écoute et à votre disposition. Et puis, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain Trust Day. Est-ce que vous êtes partante quand même pour une dernière question? Oui, bien sûr. Il y a Sherazade qui nous demande, côté marque employeur, l'engagement des entreprises était plébiscité par les candidats. Savez-vous comment évolue cette tendance? Je pense que ça reste un sujet qui préoccupe notamment la Gen Z, les nouvelles générations. Donc, en effet, elles sont à l'écoute et attentives de ce que fait l'entreprise. En revanche, pour moi, ce sont des générations qui décodent hyper bien le greenwashing et justement, voilà, toutes ces communications qui vont être en dissonance et pas alignées avec l'ADN, les valeurs et la vraie culture de l'entreprise. Donc là, je dis warning, il faut être extrêmement vigilant et en effet, revenir à des choses tout à fait crédibles, mesurables, parce que sinon, l'effet boomerang, il est immédiat et du coup, la communication est extrêmement contre-productive. Cette fois, c'est pour de bon. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.